veste, nid d'espion, espionnage, opium, dames blondes et pintades de rôtis au lambic et aux légumes d'hiver. Le 2 mars 1935, au petit jour, une belle dame blonde accompagnée d'un officier de la Royale en civil sont arrêtés de façon spectaculaire à la gare de Brest, alors qu'ils s'apprêtaient à prendre le train de 6 heures pour Paris. C'est ainsi que la presse de l'époque, et notamment la Dépêche de Brest, rapporte ce qui n'est à ce moment-là encore qu'un simple fait divers. Le public français de l'époque, fasciné, s'enflammera pour ce qui va devenir très vite une rocambolesque affaire d'espionnage dans la cité du Ponant sur fond de brouettes et d'opium, l'affaire Lydia Oswald. Après la der et la joyeuse insouciance des années folles, les années 30 plongent lentement l'Europe dans le populisme, le nationalisme et de nauséabondes dérives, avec en toile de fond un climat belliqueux que peine à contenir la société des nations. Dans ce contexte, on voit émerger un genre littéraire nouveau, le roman d'espionnage, qui paraît en feuilleton, en volume ou en fascicule. C'est en effet à cette époque que le genre s'autonomise vraiment, héritier du roman populaire et du roman patriotique, matiné de romans policiers ou sentimentaux, comme par exemple Double crime sur la ligne Maginot de Pierre Nord, 1936, souvent considéré comme le premier roman d'espionnage français moderne. Dans ce genre de littérature très inégale et qui ne se détache pas encore clairement, par exemple, de la série des Fantomas, donc Fantomas, roi des receleurs de Marcel Alain, qui est d'ailleurs diffusé en feuilleton dans la Dépêche de Brest au moment où l'affaire Lydia Oswald éclate. On voit évoluer des personnages stéréotypés dans des situations anxiogènes, agents dormants, femmes vénales, hommes séduits, secret défense, sombres complots, drogues et poisons, encre sympathique et messages codés. L'affaire brestoise va donner corps à ces fantasmes. On sait peu de choses sur cette belle dame blonde. C'est d'ailleurs un poncif du genre, les espions ayant tout intérêt à brouiller les pistes et à rester dans l'ombre. Elle naît en Suisse alémanique en 1906, dans une famille modeste composée d'une mère et d'une sœur. Polyglotte et jolie, célibataire sans enfant, elle est sans doute séduite par l'aventure, les voyages, mais aussi sans doute par les thèses nazies. Elle aura vraisemblablement été entraînée aux techniques d'espionnage par la redoutable Fraulein Doktor du service de sécurité de la SS Elsbeth Strackmüller, qui forma la légendaire Matari, avant de faire ses premiers pas d'espionne patentés auprès de la Société des Nations à Genève. Elle pose ensuite un temps ses valises aux États-Unis, puis en Angleterre avant de débarquer à Paris. Sa réputation l'aura précédée, car elle fait l'objet, semble-t-il, d'une certaine surveillance de la part des services de renseignement français. Elle finit par descendre du train à Brest fin janvier 1935, train dans lequel la belle dame blonde a fort opportunément rencontré l'enseigne de vaisseau René Guignard, jeune officier embarqué sur le croiseur Émile Bertin, bâtiment sensible de la Marine nationale. Le jeune homme naïf, par ailleurs marié et père de 2 enfants quand même, tombe dans les filets de la vénéneuse Lydia qui se fait passer pour une journaliste, descend dans le meilleur hôtel brestois, fréquente les meilleures tables. Une idylle s'ébauche donc et le bonnet invite sa dulcinée à bord de l'Émile Bertin. Quelque temps plus tard,
le croiseur et son équipage appareillent pour quelques missions sur la mer Jolie, et la nature ayant horreur du vide, Lydia Oswald remplace René par Jean, jeune lieutenant de vaisseau tout aussi naïf que son prédécesseur. Jean de Forceville sert sur la Galissonnière, un croiseur en construction à l'arsenal de Brest. C'est donc une belle opportunité d'en visiter le chantier pour l'espionne à la solde des nazis. L'enquête révélera que la vénéneuse Lydia envoie des messages codés à d'obscurs destinataires allemands et suisses, dont l'un d'eux lui répondra fort énigmatiquement « Merci pour les œufs de la pouille d'Émile, mais il s'occupe des tuyaux. » Les espions sont rigolos. La patience des renseignements français ayant des limites, la belle sera arrêtée donc en compagnie de son bonnet d'amant alors qu'il s'apprêtait à gagner la capitale. Lydia Oswald n'avait donc pas sévi dans le port breton beaucoup plus d'un mois. À Brest, c'est la stupéfaction et le gros frisson. Tout le monde y va de son commentaire décalé, de son témoignage farfelu et de son interprétation fantasmée, alors que la jeune femme est d'abord incarcérée dans la prison civile du Bougain, puis dans sa version militaire, la prison de Pontagnoux. On imagine sans peine le changement radical de train de vie que connaît la détenue dans les prisons de la République française des années 30. Froid, humidité, faim, hygiène douteuse, alors que l'enquête suit son cours. La presse boit du petit lait et les envolées lyriques donnent à sourire aujourd'hui. On révèle des détails qu'on qualifie de romanesques, comme la saisie de 2 valises en cuir et un carton à chapeau, recouverts de ces étiquettes multicolores chères aux madones des sleepings internationaux, ou encore sa sortie du palais de justice lorsque la belle inconnue se masque le visage à la manière de Fantomas sous un foulard de soie. Si l'on ajoute la saisie d'opium, de documents techniques et d'une liasse de 5 000 francs, la messe est dite. Comble de l'anecdote, la presse se rend compte que la belle n'est pas blonde, mais arbore une chevelure aux bornes des plus décevantes. Pourtant, même si Lydia Oswald confesse travailler pour l'Allemagne, tout en affirmant brûler d'amour pour Jean de Forceville, avec lequel elle comptait convoler, on ne trouve pas grand-chose de tangible à lui reprocher, ce qui permet d'en conclure qu'elle soit très forte, soit pas trop douée. À dire vrai, elle adopte la posture attendue par le public et ses juges, celle d'une femme blonde et amoureuse, belle mais inconséquente, séduisante et irresponsable. Au terme d'un procès à huis clos qui se tient devant le Conseil de guerre de Brest en septembre 1935, elle est finalement condamnée à une peine de 9 mois de prison pour tentative d'espionnage, alors que les 2 jeunes officiers qui avaient cru au Père Noël sont relaxés. Les comptes rendus d'audience publiés dans la presse, tant nationale que locale, auxquels les journalistes n'assistent pas, fourmillent de détails croustillants, d'interprétations fantasques et de descriptions ébouriffantes, comme ici sous la plume de l'envoyé spécial de West-Éclair. Nous sommes là à 8 heures dans cette rue de la Voûte qui mène de la rue Louis Pasteur au quartier Kéravel, bourré de bouges infects, devant lesquels des poulbeaux de petites provinces pataugent dans les ruisseaux aux eaux méphitiques, encombrés d'ordures et de cadavres de bêtes, lorsque comparaît la souriante espionne, sans doute machiavélique, mais préoccupée par sa toilette. L'insondable Lydia Oswald sera libérée début décembre fort discrètement, et dûment escortée, elle prendra le train vraisemblablement à Châteaulin
pour une reconduite assez ferme vers la Suisse. On n'entendra plus beaucoup parler d'elle. 6 mois plus tard, elle sera par exemple arrêtée en Turquie sur un site militaire sensible, sur lequel elle se trouvait, par erreur, en compagnie d'un nouvel amant. Coïncidence? Je ne crois pas, non. On s'attablera en compagnie de la vénéneuse belle dame blonde, qui a sans doute tant à raconter de la bêtise des hommes autour d'une pintade au lambic, aux pommes et aux légumes divers rôtis. Pour une tablée d'une dizaine d'espions discrets mais affamés, 2 jolies pintades de chez Sandrine sur le marché de 6 ans, tiottes avec, passées au chalumeau pour enlever les derniers duvets. 25 centilitres d'un excellent lambic, alcool de pomme, 100 grammes de beurre fermier demi-sel bio et cru de la ferme Élèze-Soise, pain cran, une demi-cuillère à soupe de cannelle de Ceylan moulu, une demi-cuillère à soupe de poivre campo concassé, un bâton de cannelle de Ceylan, quelques pommes germaines de Braspar un peu fripées, un beau panais, une jolie butternut, un petit kilo de carottes, variétés anciennes en mélange, donc multicolores si possible, un petit kilo de pommes de terre type Yona, un bon kilo d'oignons rosés de Roscoff. 3 jours avant, jouons au docteur avec nos pintades décédées. Il convient très sérieusement de les vacciner, non pour les ranimer, elles sont définitivement passées à patres, mais pour parfumer sa chair. Commencez par faire l'acquisition en pharmacie d'une seringue et d'une aiguille. Mieux vaut s'ouvrir de la démarche auprès du pharmacien qui vous orientera sur une aiguille assez grosse et parfaite pour des injections intramusculaires à répétition. Cela aura pour vertu d'éviter de vous faire cataloguer environ de junkies en détresse et, en principe également, de bien faire vivre l'homme de l'art de l'officine, peu rompu aux requêtes à visée culinaire, on s'en doute. De retour au logis, injecté en plusieurs endroits, en sous-cutané et en intramusculaire, plusieurs doses de lambic. On table sur un total de 25 à 30 centilitres de vaccin parfumé sur les 3 jours au moins. Ciblez vos injections sur les blancs, les cuisses, les pilons, les jointures, les sourcils, etc. Après les séances de vaccination, emballez les pintades dans du film alimentaire et réservez au frais. Réitérez cette opération le lendemain, puis le jour J. Il va sans dire qu'associer enfants et petits-enfants à cette expérimentation culino-scientifique fait considérablement gagner des points de popularité à la cuisinière. Les pintades dûment vaccinées et donc leur carnet de vaccination gourmand à jour, il ne peut plus rien leur arriver d'affreux maintenant. Les laisser dans leur film plastique à température ambiante jusqu'au moment de démarrer sa cuisson. La cuisson sera ainsi moins brutale et les saveurs préservées. Les pintades à la chair si délicate doivent donc être cuites sur le mode moderato. Il faut compter environ 1 heure par kilogramme. Démarrer le four à froid à basse température, pas plus de 150 degrés chaleur tournante. Il faut donc s'organiser en conséquence ici. Avec 2 pintades de 2 kilos pour un service vers 20 heures, on en fournira donc vers 18 heures. Peler, laver et couper en cubes de volume égal les légumes. Peler les oignons. Disposer les légumes dans un très grand plat. Masser les bestioles avec un mélange de 100 g de beurre fermier demi-sel cru, bio et mou, d'une cuillère à soupe d'un mélange de poivre et de cannelle moulue. Leur faire subir les derniers outrages
en bourrant dans les cavités abdominales des quartiers de pommes non épluchés et non épépinés, ainsi qu'un beau bâton de cannelle. Les déposer sur les légumes dans le plat. Recouvrir les pintades d'une grande feuille de papier cuisson mouillée, froissée et essorée pour permettre une cuisson à l'étouffée, afin de préserver donc l'humidité de la chair. Enfourner. À la moitié de la cuisson, ôter le papier et à partir de ce moment, prendre soin d'arroser régulièrement les volailles toutes les demi-heures et de les tourner côté gauche, côté droit, dos, etc. L'objectif étant d'harmoniser la cuisson, notamment au niveau des cuisses, souvent à la traîne. Monter le thermostat jusqu'à 180 degrés, voire 200 degrés pour la dernière demi-heure, ce qui aura pour effet de donner une belle couleur dorée et appétissante aux volailles. Attention de ne jamais excéder 200 degrés, car les graisses brûleraient à cette température. Pour vérifier la parfaite cuisson des volatiles, piquez une cuisse en fin de cuisson. La chair ne doit pas avoir de traces roses, sinon poursuivre la cuisson d'une demi-heure. Une fois cuite, il est préférable de laisser reposer les pintades environ 30 minutes. Elles seront d'autant plus moelleuses le temps de poêler des quartiers de pommes germaines de Braspar dans un joli beurre demi-sec. On peut ensuite parsemer les pommes dorées de poivre campo, grossièrement moulues, et de noisettes torréfiées concassées. Et joindre aux côtés des insolentes pintades rôties et parfumées au lambic et à la cannelle, outre les légumes rôtis et parfumés, écrasés de pommes de terre à la vanille, généreusement beurrées, une soyeuse purée de butternut, des potatoes rôtis et un confit d'oignons rosés de Roscoff. Une table de fête pour des espions d'un autre temps, assurément.